Le Mageco, Bastien Lallier. Et bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité cette semaine, l'ESEO lance une nouvelle formation professionnelle à destination des entreprises du territoire. L'école d'ingénieurs d'Angers inaugure le 22 février sa première session d'apprentissage en Lean Management. Elle s'adresse aux dirigeants d'équipe qui veulent viser l'excellence opérationnelle. Présentation de ce cursus et de ses enjeux dans un instant avec l'enseignant-chercheur Mohamed Ramdani. Quelques mois après l'adoption au Parlement de la réforme des retraites, le gouvernement s'attaque à un nouveau chantier d'ampleur, le pacte de la vie au travail. Un projet visant notamment à améliorer les conditions de travail des salariés, mais également à faciliter l'embauche et améliorer le maintien en emploi des seniors. Dans ce domaine, la France fait moins bien que la plupart de ses voisins européens. Alors qui en porte la responsabilité ? On en débat dans un quart d'heure environ. Et puis en troisième partie d'émission, rencontre avec Céline Urbain, co-dirigeante de la société Greenlog. La start-up angevine créée en 2019 est en train de bousculer le marché de la logistique en proposant une offre éco-responsable à un prix compétitif par rapport à la concurrence. On se penchera sur le modèle économique atypique de la société, ses projets de déploiement dans l'Hexagone, mais aussi sur ses spécificités dans sa stratégie de management. Vous écoutez le Mageco, nous sommes ensemble pour une heure d'information locale. Le Mageco, en partenariat avec le Journal des entreprises. Et en compagnie d'Olivier Amar du Journal des entreprises. Bonjour Olivier. Bonjour Bastien. Votre invité cette semaine, Mohamed Ramdani, enseignant-chercheur à l'ESEO. Oui, et directeur de la recherche à l'ESEO. Bonjour. Bonjour. Alors l'ESEO qui lance une formation professionnelle à destination des entreprises qui s'appelle Green Belt Lean 5.0, une formation en Lean Management. Tout d'abord, Mohamed Ramdani, vous êtes enseignant-chercheur depuis longtemps à l'ESEO, depuis pas mal d'années. Ça a évolué l'ESEO. Initialement, c'était l'École supérieure d'électronique de l'Ouest. On forme plus largement que l'électronique aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'école a été créée en 1956. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne décline plus École supérieure d'électronique de l'Ouest, parce que depuis, l'informatique est arrivée. Donc, c'est une école qui forme des ingénieurs généralistes dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. Donc, cette double coloration qui nous distingue par rapport à d'autres écoles. C'est combien d'étudiants ? On est sur les 3 sites parce qu'on est quand même sur... La maison mère se trouve sur Angers. On est sur 3 sites et on est entre 1300 et 1400 étudiants à la date d'aujourd'hui. Parce que vous avez aussi des sites à Dijon et Vélizy. Et Vélizy, en région parisienne. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, qui propose l'ensemble du cursus. Au début, c'était des classes préparatoires. Maintenant, c'est l'ensemble du cursus puisqu'on a célébré les premiers diplômés ingénieurs des 2 autres sites Tout que à celui fait. d'Angers. Historiquement, on avait des classes préparatoires du côté de Paris, des classes préparatoires du côté de Dijon. Et à l'issue de ces classes préparatoires, les étudiants nous rejoignaient pour le cycle ingénieur. Aujourd'hui, on a un cursus complet de la première année jusqu'à la 5e année. Et effectivement, comme vous venez de le dire, samedi dernier, on a célébré la remise des diplômes et on a diplômé plus de 300 étudiants qui venaient des 3 sites, ce qui était un grand succès. C'est important pour une école implantée à Angers depuis longtemps, les années 50, vous le dites, de aussi rayonner ailleurs et puis d'ouvrir comme ça d'autres implantations. Oui, pour être visible, on a compris très vite ce que font beaucoup d'écoles. Pour être visible, il fallait aller voir ailleurs. On a une certaine reconnaissance dans le Grand Ouest et il a fallu aller voir du côté de Paris parce que le vivier est important et aussi du côté de l'Est, de la France, du côté de Dijon. Alors, outre le cursus étudiant, l'ESEO propose aussi des formations professionnelles. Alors, cette fois, c'est pour les entreprises. Il y a une nouvelle formation, Bastien l'a dit, qui est lancée, qui s'appelle Green Belt Lean 5.0. C'est une formation sur le Lean Management. Qu'est-ce que c'est le Lean Management ? Comment vous le définissez ? Alors, le Lean, en anglais, ça veut dire maigre. Ça veut dire pas gras, il y a une espèce de frugalité là-dedans. C'est quelque chose qui date déjà du siècle dernier. Ce sont les Japonais, Toyota en l'occurrence, qui avaient mis ça en place dans l'industrie automobile. Et en fait, le lean management, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir qui s'applique à toutes les industries, toutes les entreprises et tous les services. C'est la recherche de la performance en termes de compétitivité, de qualité, de coût et de délai. Pour résumer, c'est de l'amélioration continue sur des tâches standardisées. Voilà, ça a été initié, comme je le disais, dans l'industrie automobile, mais aujourd'hui, on peut l'appliquer à quasiment tous les types d'entreprises. Pourquoi vous avez mis en place cette formation professionnelle, je le rappelle ? Parce que ça répond à un besoin. Parce que aussi, notre directrice générale qui venait de l'Est venait avec cet état d'esprit. Elle connaissait bien ceci et donc elle est venue avec cette idée-là.
Et qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'elle est arrivée? On a fait une enquête auprès de nos entreprises locales et régionales. On a organisé ce qu'on appelle des World Cafés, c'est-à-dire qu'on a invité nos partenaires et on a essayé de voir quel est le besoin dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on a installé cette plateforme dans notre école. Vous dites que vous avez sondé un peu les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que la formation que vous proposez, elle a été co-conçue avec eux, elle a été conçue avec eux, avec ces entreprises? Oui, globalement, oui. En fait, si vous regardez sur un moteur de recherche, vous allez voir que vous tapez Greenbelt, vous tapez dans le Grand Ouest, vous allez en trouver plein. Ce qui a été cherché, si vous voulez, c'est le point différenciant. Parce que rajouter une formation à d'autres formations existantes, c'est plutôt se cannibaliser plus qu'autre chose. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir quelle formation, qu'est-ce qu'on pourrait proposer et qui pourrait nous différencier par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui différencie alors? En fait, ce qui différencie d'abord, puisque c'est... Excusez-moi. Oui, d'abord, c'est une entreprise... la formation se passe dans une école d'ingénieurs. Donc, il y a d'abord la méthode pédagogique. On sait ce que ça veut dire. Donc, la méthode pédagogique, la formation se fait sur ce qu'on appelle des serious games, c'est-à-dire, en fait, on se forme tout en s'amusant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est assez segmenté, c'est-à-dire que c'est une formation de 10 jours, 2 jours par mois. Ça donne le temps à l'appropriation de ce qu'on a acquis. Digérer un peu ce qu'on a acquis. Exactement. Et de le mettre en pratique dans sa propre entreprise. Ça, c'est un point différenciant. Et le plus important, le dernier, c'est, vous avez bien vu qu'à la fin de la formation, c'est 5.0. Alors, d'aucuns l'appelleront l'industrie du futur, etc. Donc, il y a cette touche de digitalisation du 5.0 qui a été rajoutée en fin de cycle de la formation. Lecture du QR code, enfin, plein de choses comme ça. Ça, c'est un élément différenciant. Qui va être formé? D'abord, ça s'adresse à tous les types d'entreprises. Et puis, qui dans l'entreprise va venir suivre ces formations? Alors, ça s'adresse aux managers de premier niveau et deuxième niveau. Et ça s'adresse à toutes les fonctions support, qualité, maintenance, etc. Voilà. C'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit qu'on voudrait introduire dans les entreprises. Donc, finalement, voilà, c'est ça l'idée. Vous avez un lieu dédié pour ça dans l'école, hein? On a 200 mètres carrés dédiés pour ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vaut le déplacement, qui vaut la visite. Et en fait, il y a 3 niveaux de maturité professionnelle. Il y a un premier, donc c'est des postes individuels. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le lean abouti. Pardon. Et le troisième, c'est la fameuse industrie 5.0. Est-ce qu'à terme, vous voulez aussi inscrire ce type de formation dans le cursus des étudiants? Parce que les étudiants, ils n'ont pas cette approche du lean management dans leur cursus d'étudiants en école d'ingénieur. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, comme anecdote, quand on a fait l'inauguration la semaine dernière, il y avait des alumni, des anciens élèves qui sont venus et qui nous ont dit « Ah, mais ça, j'aurais bien aimé le faire ». Et on s'est dit aujourd'hui qu'en dehors de la formation professionnelle qui s'adresse à l'extérieur, pourquoi pas l'inclure dans notre cursus? Donc on est en train de réfléchir, pour être honnête avec vous, aujourd'hui c'est pas fait, mais on aimerait inclure une partie ou tout le truc dans le cursus du cycle ingénieur, soit dans le cas d'option ou dans la formation générale. Là, c'est une formation en lean management que vous proposez aux entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement, des formations professionnelles comme ça, destinées aux entreprises de la région? Oui, bien sûr. Alors, je rappelle quelque chose que l'histoire de l'ESEO, elle s'est faite avec la collaboration avec les entreprises. Oui, avec Thomson, Bull, les grandes entreprises oui, parce de qu'en l'électronique. fait, l'ESEO s'est doté de 3 organes de gouvernance. Il y a le conseil d'administration, il y a le conseil de perfectionnement, qui est l'organe de référence à la formation, et il y a le conseil scientifique, qui est la référence à la recherche. Dans les 3 organes, vous avez 50% d'entreprises. Donc déjà, pour dire que l'ESEO n'existe pas sans les entreprises. Après, il y a, on va dire, 3 types de collaboration. Et pour répondre à votre question, il y a la collaboration expertise. Expertise, ça veut dire quoi? C'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que l'entreprise nous apporte sa propre expertise par des interventions, puisque 20% d'interventions viennent des ingénieurs d'entreprise. Mais il y a aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est nous qui apportons, dans le cadre de ce qu'on appelle la FTLV, la formation tout au long de la vie. Donc on a tout un catalogue, soit à la demande, soit un catalogue existant, de formation continue auprès des entreprises.
C'est important pour une école qui forme des ingénieurs de travailler avec les entreprises du territoire ou plus largement les entreprises en général. Mais oui, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'il y a les deux axes que je n'ai pas cités qui sont l'axe événement. Alors, c'est quoi les événements? On en a une 60aine par an. Les événements, c'est type ESEO perspective, type PPP, c'est-à-dire projet professionnel et personnel. Il y a les événements, il y a les collaborations dans le domaine de la recherche à travers des chaires. C'est vraiment très important. Et le dernier, c'est le recrutement. C'est quand même l'entreprise qui va venir chercher nos élèves. Et malheureusement, on a un club entreprise d'une 50aine de partenaires privilégiés. Malheureusement, on n'arrive pas à les satisfaire toutes, parce que 95% de nos étudiants trouvent un emploi avant diplomation et 100% après le diplôme. Donc c'est important, c'est grâce aux entreprises qu'on vit et c'est grâce aux entreprises que nos étudiants trouvent de l'emploi. Ils restent dans la région, vos étudiants? Alors, oui, je crois que, si ma mémoire est bonne, le Grand Ouest, c'est le premier recruteur et après, c'est le bassin, c'est Paris. Dernier point, Mohamed Ramdani. Il y a peu de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Vous en êtes où à l'ESEO par rapport à ça? Malheureusement, le maximum qu'on a eu, c'était 19%. Actuellement, on a 17%. On fait tout. C'est vraiment quelque chose... Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance qui est quand même dure, qui s'éternise en France? On a entamé un certain nombre d'actions, d'abord auprès des collèges, auprès des lycées. On a un référent relation avec les lycées. On a des actions, des actions Elle Bouge, Arduinel, enfin plein d'actions, mais qui produisent des fruits peut-être. C'est du long terme. En tout cas, il y a vraiment de véritables autoroutes pour elles, pour les femmes, dans l'entreprise, dans les gouvernances d'entreprise. Et voilà, je pense que c'est un problème qui est assez général pour les écoles d'ingénieurs scientifiques. Et voilà, on essaie de trouver des solutions et on prend toutes celles qui... Comment vous l'expliquez, sachant qu'il y a d'autres pays où c'est pas du tout ça? Oui, c'est ce qu'on disait. Donc si vous reprenez le cas de l'Afrique et du Maghreb, il y a autant de filles que de garçons dans les classes scientifiques. Comment je l'explique? Peut-être qu'il faut voir le problème dès le primaire et peut-être au centre, parce que le fond de la formation, au niveau du collège, c'est peut-être là que ça se passe. Alors moi, j'ai pas d'exemple à donner parce que j'ai 2 filles et j'ai pas réussi à les convaincre. Vous voyez, donc voilà. Je pense que c'est au niveau du collège il y a des choses qui se passent. Merci en tout cas d'avoir été notre invité, Mohamed Ramdani, enseignant-chercheur, directeur de la recherche à l'ESEO, je le rappelle, qui lance une formation professionnelle sur le Lean Management. Merci encore. Merci à vous. Et la première session, donc, c'est à partir du 22 février, ouverture de cette formation professionnelle en Lean Management. On ne l'a pas précisé, Olivier, mais je crois que c'est un format sur 10 jours étalé sur 5 mois. C'est bien ça? 2 jours par mois sur 5 mois. Voilà pour les précisions. Mohamed Ramdani, merci d'avoir été sur notre plateau. Aujourd'hui, on reste dans l'actualité économique de l'Anjou. Quelques informations en bref avec vous, Olivier, en commençant par des nouvelles de Stif. Oui, Stif qui fait beaucoup parler de lui, le groupe industriel de Saint-Georges-sur-Loire, spécialisé entre autres dans la protection contre les explosions. Il a signé un volume d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros avec Tesla sur l'exercice 2024. Il fournira des panneaux anti-explosion aux États-Unis. Ce volume d'affaires porte sur la production et la livraison de plusieurs milliers de panneaux destinés à équiper les BESS. Ce sont les systèmes de stockage d'énergie par batterie qui seront fabriqués aux États-Unis, vendus dans le monde entier par Tesla. Autre fabricant qui fait du bruit, le fabricant de brosses à dents Sementis. Oui, un peu moins de bruit, installé depuis un peu plus d'un an au Plessis-Gramoire, près d'Angers. Le fabricant de brosses à dents Sementis et sa marque Apimani a réalisé une croissance de 25% en 2023. L'entreprise a fabriqué 700 000 brosses à dents l'an passé. Elle envisage d'en produire 1 million cette année. Ce sont des brosses à dents fabriquées à partir de bois de forêt éco-géré provenant du Jura et le nylon est biosourcé. L'entreprise qui s'appelait autrefois J'aime mes dents est co-dirigée par Thomas Jeanfray et Alexis Godichaud qui l'ont créée en 2017. Et puis déployé en propre ou en licence de marque, le groupe angevin Maison Beckham vient d'ouvrir sa 25e boulangerie à Cornet et continue son déploiement. Oui, tout à fait. Il prévoit l'ouverture d'au moins 5 nouveaux établissements cette année pour atteindre 30 magasins fin 2024 à Blois, à Orléans, au Mans, à La Rochelle en Charente-Maritime. Le groupe veut aussi mettre pour la première fois le pied dans la capitale. Il devrait ainsi ouvrir une boulangerie à Paris dont le lieu reste à définir. Ce sera en fin d'année. Merci beaucoup Olivier. On poursuit ce magazine avec les débats de l'écho. Les débats de l'écho, RCF Anjou.
Certains syndicats la considèrent déjà comme la plus grosse négociation sociale de ces 10 dernières années. Vendredi dernier, les partenaires sociaux sont entrés dans le vif du sujet concernant les discussions du nouveau pacte de la vie au travail voulu par Emmanuel Macron. Les échanges doivent aboutir d'ici la fin mars à un texte commun avec des mesures visant à permettre de travailler plus longtemps mais mieux en France. Aide à la reconversion, usure professionnelle, compte épargne temps universel seront au cœur des débats. Mais depuis l'allongement de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans, c'est aussi la question du maintien des seniors sur le marché du travail qui préoccupe. Leur taux d'emploi est faible et très inférieur à la moyenne européenne. Alors pourquoi ? À qui la faute ? Comment redresser la barre ? On en débat cette semaine avec David Kayla, économiste à l'Université d'Angers, et Michael Hainaut, président d'Inwest Group et cofondateur de l'entreprise à mission Ma Grande Forêt. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Quelques chiffres d'abord pour commencer. La France compte environ 400 000 chômeurs de plus de 55 ans. Le taux d'emploi des 60-64 ans dans notre pays culmine à 36% seulement. C'est quoi le principal frein à l'embauche aujourd'hui des seniors selon vous ? David Kayla d'abord. Déjà, c'est qu'il y a pas tant d'emplois que cela, globalement. C'est-à-dire qu'on a encore quand même un taux de chômage qui augmente un peu, qui est au-dessus de 7%. On a l'impression qu'on a effectivement il y a une limite plancher qu'on a atteint. 7%, quand on ajoute le sous-emploi, etc., ça fait entre 3 et 5 millions de chômeurs. Donc les entreprises, finalement, elles ont beau dire qu'elles ont du mal à recruter. En réalité, elles sont habituées depuis très longtemps à pouvoir choisir un peu quand elles produisent une offre d'emploi, d'avoir plusieurs candidats. Et donc, les jeunes sont préférés aux personnes âgées, ce qui est logique en fait. Si on veut avoir un CDI, on investit sur quelqu'un qui va devoir apprendre son travail pendant les premiers mois, les premières années, et prendre quelqu'un qui a 3 ou 4 ans de la retraite, ça paraît être un investissement du point de vue de l'entreprise moins rentable. Oui, alors les seniors ne sont pas tous à 3 ou 4 ans de la retraite. Non. Oui, quand on parle selon la définition, oui, alors voilà. Les plus de 60 ans, c'est sûr. Mais... plus de 60 ans, c'est sûr, et puis parfois, en fait, c'est-à-dire, il y a un calcul économique derrière dans un pays qui reste quand même en sous-emploi, et donc c'est le choix des entreprises en fait qui fait qui explique pourquoi les personnes de plus de 55 ans sont plus au chômage. Il y a aussi un autre aspect qui est la rémunération, puisque on est quand même dans un pays où on a une forme de rémunération qui augmente avec l'âge. Alors c'est très bien, ça fidélise, ça a du sens économique aussi cela, mais ça veut dire que quand on perd son emploi à 50 ans ou 55 ans, on a en général des demandes de revenus qui ne correspondent pas forcément aux capacités des entreprises, et puis inversement, parfois une entreprise peut être amenée à licencier prioritairement ces personnes de 55 ans parce que ça leur rapporte plus d'argent, entre guillemets, ça leur fait plus d'économies que de licencier quelqu'un qu'elle a embauché à un salaire faible. On va revenir sur le coût du travail dans un instant. Juste votre vision, Michael Hainaut, sur est-ce que vous partagez l'approche de David Kayla sur c'est les entreprises qui font des choix et qui d'abord majoritairement se dirigent vers les jeunes? Sur les chiffres, oui, je peux les partager, parce que les chiffres ne trompent pas. Sur le mode de fonctionnement que l'on a à l'intérieur d'une entreprise, on a une complexité qu'est la production. Et qu'est-ce qu'une personne qui, derrière, a 55 ou 60 ans, et qui, dans certains métiers derrière, soit est plus usée, soit ne connaît pas les nouvelles technologies, ou ne va pas utiliser, en fait, les process mis en place par une expérience qui date. On a un vrai problème sur l'historique et la remise en cause en fait de ce que nous savons faire, parce qu'on a une zone d'apprentissage, et quand je suis bien placé parce que j'ai plus de 50 ans, on a des croyances, et ces croyances de temps en temps derrière elles bousculent quand on change d'emploi, quand il y a une transformation dans nos vies professionnelles. Donc la vraie problématique, elle est là. Est-ce que quelqu'un qui arrive à 55 ans dans une entreprise, qui elle-même a des technos, une manière, une histoire, un mode de fonctionnement autrement, et qui demande une production qui est relativement forte, parce que les entreprises n'ont pas les moyens de se tromper en fait dans un recrutement, ce qui n'est pas la même problématique dans la fonction publique. Donc dans les entreprises privées, on a besoin véritablement, si on veut que ça perdure, si on veut que ça continue, d'avoir des gens qui soient efficaces. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'à partir de 50 ans ou 55 ou 60 ans, on n'est pas efficace. Alors, surtout pas d'ailleurs en fait. Sauf qu'on a une approche sur laquelle on a des changements d'habitude. Ça veut dire que la formation, c'est plus facile
comme vous le disiez, de former des jeunes à notre mode de fonctionnement de l'entreprise qui a été créé avec un écosystème, avec des personnes déjà présentes, plutôt que modifier en fait un comportement qui parfois n'est pas souhaité par la personne. Donc ça peut être cela. David Kayla. Oui, non, je voulais dire aussi que c'est pas une catégorie homogène, les plus de 50 ans ou plus de 55 ans. On a quand même encore aujourd'hui en France et en particulier en Maine-et-Loire, plus de la moitié de la population qui est ouvrier, employé. Donc ce sont des postes peu qualifiés, alors qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétences derrière. Pareil, il peut y avoir des compétences importantes acquises au fil de la vie professionnelle, mais parfois quand c'est des métiers manuels, la personne âgée peut avoir plus de mal à faire le travail qu'une personne jeune. Et donc, ça veut dire que ceux qui vont être licenciés, ceux qui sont en fait les chômeurs de longue durée de plus de 55 ans, c'est en fait rarement des cadres. C'est plus souvent des employés ou des encore plus des ouvriers qui sont fatigués par l'usure du travail. Et là, il y a quand même derrière cette question de l'emploi des seniors aussi des vraies questions sociétales qui, à mon avis, n'ont pas été traitées correctement. L'usure, la fatigue, et puis la question fondamentale, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'harmoniser l'âge de la retraite partout maintenant. On dit, voilà, c'était d'ailleurs la grande ambition du projet de 2019 qui était le régime unique de retraite. Mais en fait, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Quand on est prof comme moi, on peut tout à fait enseigner tout à fait correctement à 60 ans, 65 ans, et même si on est prof dans le privé, on ne va pas être licencié parce que en fait, on a acquis aussi une expérience et une légitimité qui fait qu'on va rester un bon prof. Par contre, quand on fait de la manutention, les choses sont différentes. Mais d'où l'importance de faire évoluer les carrières. Vous parliez d'adaptabilité aussi, Michael, quelque part, de rendre les gens, peut-être de les former plus aussi, mettre le paquet peut-être sur la formation à partir de 50 ans. Oui, nous sommes bien d'accord. On n'est pas tous égaux devant le travail, suivant ce que nous y avons fait, et puis même la capacité à pouvoir demain matin évoluer dans nos fonctions. Il y a des approches donc sur le plan physique. Évidemment qu'on est sur une aberration. Quand on est usé, on est usé. On ne peut pas être maçon à 65 ans. C'est n'importe quoi. Mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Mais c'est pas non plus forcément et que c'est difficilement remplaçable dans une fonction quand on a fait un métier très particulier. En l'occurrence, on pense souvent au bâtiment, mais dans l'industrie aussi, sur laquelle on a une connaissance qui est celle-ci et sur laquelle on a une employabilité qui peut ne pas être simple. Mais on n'a pas notre pays à un score qui est complètement catastrophique par rapport aux pays voisins. Donc on n'est pas en train, on peut sûrement faire des efforts assez facilement. Je pense qu'il y a aussi une histoire de mentalité, de culture. L'avantage que l'on peut avoir, c'est les outils qui sont mis en place aujourd'hui. On parle d'outils techniques ou d'outils d'intelligence artificielle demain, vont nous permettre, à travers l'outil, d'être tous égaux. Alors, on n'attendait pas ça, évidemment, de l'intelligence artificielle, mais on le voit sur des postes en gestion, comptabilité, et puis à partir du moment où on utilise tous le même outil, on est tous aussi productifs, parce que derrière, une partie est réalisée par l'outil, et après, toute la connaissance, l'expérience, là, est du coup une très grosse valeur ajoutée. Donc peut-être qu'il y a sur tous dans le tertiaire, entre autres, un renouveau qui va se faire avec les femmes et les hommes d'expérience. David Kayla, vous voulez réagir ? Oui, je voulais réagir sur quand même l'apprentissage quand on a le dos en compote, ça sert à rien. La question qui se pose pour toutes les personnes qui sont usées, c'est de les garder dans l'entreprise. Pas les licencier, parce qu'elles ont acquis il faut comprendre, on a une carrière où on a été ouvrier, on a fait de la manutention, on a été maçon, donc on a acquis ces compétences, mais on ne peut plus les faire pour des raisons physiques. Si on est sur une logique de ce qu'on appelle en économie flexibilité externe, c'est-à-dire que l'entreprise voit que son maçon, il ne peut plus être maçon, donc du coup, elle le vire et puis on empoche un jeune. Cette personne-là, elle n'a aucune chance de trouver du travail. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut obliger les entreprises à garder oui, moi je pense qu'il faudrait rétablir l'autorisation administrative de licenciement pour les personnes de plus de 50 ans. Je crois que la seule manière d'obliger les entreprises à faire rentrer dans un processus de redéfinition du poste, parce que cette personne, elle a quand même de l'expérience, elle a vu le terrain, elle pourrait tout à fait enseigner à des jeunes maçons, elle pourrait tout à fait occuper des postes, donc peut-être pas de direction, mais au moins de management. Et en fait, la solution de facilité pour l'entreprise, c'est de dire, dans ce cas-là, on s'en débarrasse. Alors quand je parle d'autorisation administrative de licenciement, donc c'est un vieux truc qui existait à une époque, je dis pas qu'il faut interdire le licenciement. Je dis juste qu'il faudrait qu'elle puisse démontrer
qu'il n'y a pas d'autre poste possible pour cette personne dans l'entreprise, et de manière à pouvoir licencier cette personne. Et je pense que ça obligerait les entreprises à faire un peu un effort, parce que la solution de facilité, c'est il est plus apte au boulot, je le vire et puis j'embauche un autre, alors que finalement ça pourrait être très bon aussi pour l'entreprise de redéfinir ses missions, de le faire travailler à mi-temps, de lui mettre sur d'autres choses, et ça augmenterait la confiance envers les entreprises de ces personnes-là. Voilà. Alors il y a ça, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait à un moment donné le contrat de génération qui permettait aux entreprises de toucher... Mais c'était incitatif. Ouais, c'était incitatif. Ça marche pas. Bon, en tout cas, ça permettait de garder un senior quand on embauchait un jeune. Qu'est-ce que vous pensez de cette obligation, Michael Hainaut? Parce que je vous vois sourire aux propositions de David Kayla. Ah oui. En effet, sous une dictature communiste, je non, pense attendez, ça existait jusqu'en 81. Sous Giscard, il y avait l'autorisation de licenciement. On n'était pas en dictature communiste, faut arrêter. Vous vous souvenez qu'à cette époque-là, et si on prend ces moments, le taux de chômage n'était pas le même, que les gens travaillaient autrement avec une autre culture du travail. On parlait d'une autorisation administrative pour tous les licenciements. Là, je parle uniquement pour les plus de 50 ans. Et une autorisation ne veut pas dire une interdiction. Mais vous savez ce qui va se passer. Si, une fois de plus, vous souhaitez interdire quelque chose à l'intérieur des entreprises, et les entreprises sont bourrées de normes, un des freins à l'intérieur des entreprises, c'est toutes les normes que vous souhaitez mettre en place. En fait, on n'embauchera jamais des personnes, ou alors elles seront licenciées avant, et non pas virées. Semble-t-il un peu de respect par rapport à ces personnes, où une entreprise ne vire pas. Une entreprise, derrière, elle a une difficulté, elle a une complexité. Oui, mais je pense que l'entreprise, elle fait ce qu'elle peut, et très souvent, elle se bat justement pour garder ses emplois. Il n'y a pas d'entreprise, ou il y a très peu d'entreprises, mais c'est pas ces exemples qu'il faut prendre, qui fait que derrière, une entreprise, elle est là pour créer de l'emploi. C'est même notre conviction forte qui est que le devoir d'un chef d'entreprise, c'est de pouvoir créer de l'emploi. C'est à travers une dynamique qui est le chiffre d'affaires, qui est la marge, qui est tout ce que l'on peut mettre, qui est l'ambition. Mais au milieu de tout ça, il y a plein de personnes qui travaillent, et qui travaillent avec plaisir et avec envie. À l'intérieur du groupe, on a des personnes qui chez nous sont là depuis des années, ont 55 ans et ont une telle expérience que si elles partaient, la connaissance qu'elles emmèneraient avec elles serait dangereuse. Et en même temps, c'est un espèce de confort pour nous tous, et d'autant plus pour les jeunes, que d'avoir plusieurs générations à l'intérieur d'un poste de travail. Donc oui, quand il y a des difficultés avec des personnes, dans ces cas-là, elles s'en vont. Peut-être que parfois, passer 20 ans dans une entreprise, c'est peut-être pas sérieux, parce que derrière, il faut savoir bouger. C'est parfois aussi un plan de carrière. Mais là, on parle de qui ? La personne qui derrière a peu d'instructions, qui se retrouve derrière sur un schéma dans un territoire, et sur lequel qui n'a pas véritablement le choix dans une industrie, par exemple, eh bien derrière, quand il y a un plan de licenciement, c'est pas un choix de la direction de se dire on va sortir plus de marge. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je n'ai pas dit que les entreprises prenaient du plaisir à licencier les personnes. Ce que je dis simplement, vous avez vu, Lactalis il y a une enquête sur Lactalis pour une fraude fiscale massive. Oui, des entreprises non éthiques, ça existe. On ne peut pas dire l'inverse. Licencier quelqu'un de plus de 50 ans ou 55 ans, c'est un problème social et sociétal. C'est pas juste le problème de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise a le droit de licencier qui elle souhaite. Et d'ailleurs, par ailleurs, c'est pas idiot. C'est logique d'avoir ces marges de flexibilité. Moi, je pense qu'il y a plein d'entreprises, comme vous le dites, qui font tout pour garder leurs salariés. Sans doute la majorité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas licencié après 55 ans. La question qui se pose, c'est qu'il y a aussi des entreprises non éthiques. On ne peut pas ne pas le voir. Et donc, ces entreprises non éthiques, eh bien, il faut qu'elles puissent démontrer qu'elles ont cherché véritablement à garder le salarié. Et par ailleurs, si elles démontrent que le salarié n'est vraiment plus employable et qu'elle n'a pas de poste, elles ne peuvent pas adapter le poste, et bien dans ce cas-là, l'autorisation sera accordée. Moi, je dis juste, ça serait bien que la société puisse aussi s'intéresser à ce qui se passe dans l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est le principe de droit du travail, c'est le principe de toutes les normes, effectivement, qu'on a et qui sont là pour protéger la partie faible dans un contrat. Je ne vois pas le problème que ça pose philosophique par rapport à ça. On parle beaucoup aussi de l'assurance chômage dans cette question de l'employabilité des seniors. On nous fait, en tout cas l'exécutif a l'air de dire qu'on a instauré un système qui conforte les gens à partir de manière un peu anticipée au travail, qu'on doit décaler l'indemnisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, David Kayla? Est-ce que si on décalait l'indemnisation de 55 à 57 ans, il y aurait moins de départs anticipés à la retraite? Tout le problème, c'est que toute la logique du gouvernement, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il supprime l'ASS, c'est-à-dire l'allocation spécifique de solidarité qui est pour les chômeurs en fin de droit, c'est qu'il considère que
il y a une volonté du travailleur d'être au chômage. Et donc, il faut l'inciter, lui, par la réforme de l'assurance chômage, par la suppression de l'ASS, à rester en emploi. Mais en fait, ça ne marche pas. Et on le sait, d'ailleurs, ça ne marche pas. Toutes les études économiques ont montré que, par exemple, les politiques d'activation du chômage, c'est-à-dire faire en sorte que quand on travaille, on gagne plus. Alors, ce qui existe aujourd'hui, on gagne toujours plus en travaillant, mais ça n'a pas d'effet sur le chômage parce que ce n'est pas un problème d'incitation. Les gens sont heureux de travailler et la plupart du temps, ils veulent travailler. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Et ce n'est pas que le chômeur lui-même qui est responsable. C'est l'entreprise qui n'embauche pas. Si on part du principe que c'est un problème lié à l'entreprise, il ne faut pas inciter la personne, il faut inciter l'entreprise. Et donc trouver des mécanismes qui permettent à l'entreprise d'éviter de licencier des personnes dont on sait qu'elles ne trouveront pas du travail après. Parce que c'est un coût social derrière, c'est un coût humain individuel, c'est très important, et c'est aussi un coût social. Les gens qui n'auront plus d'assurance chômage, de toute façon, ils basculeront en RSA, et ça sera aussi un coût pour la société. Donc moi, je pense simplement que quand on crée un coût pour la société, eh bien, la société a un droit de regard sur ce qui se passe derrière. Michael Hainaut, juste sur cette question d'indemnité, est-ce qu'on a un système aujourd'hui qui tend à permettre aux gens de rester dans ce chômage ? Oui, sûrement. Est-ce que c'est un problème ? Je ne sais pas si c'est un problème. C'est une règle, elle est là, et on l'accorde. Enfin, en tout cas, de toute façon, en vrai, on n'a pas le choix. Donc, c'est la règle. C'est pas gênant pour une entreprise que d'avoir des règles. C'est même la force de notre démocratie, c'est d'avoir ce genre de règles. Qu'elles ne nous conviennent pas, c'est assez courant. Qu'il y ait des effets autour de ces règles qui ne nous conviennent pas dans la bonne gestion des entreprises qui elles-mêmes créent de l'emploi, je pense qu'on pourrait regarder ça sûrement autrement. Moi, je comprends bien le côté de la problématique de se retrouver au chômage à 50 ans. Évidemment que c'est une casse relativement importante pour la personne, c'est un manque de confiance en soi, c'est embêtant que ça puisse exister. L'important, c'est de retrouver un emploi. L'important, c'est évidemment la formation continue, c'est les outils mis en place, c'est que cette culture qui fasse qu'il y ait des gens qui ont 55 ans, qu'on ne fasse pas la différence entre quelqu'un qui a 40 ans ou 60 ans. Et c'est aujourd'hui intellectuellement possible. Donc, voilà. Et juste sur le coût du travail, on en parlait tout à l'heure avec David Kaila, qui disait que aussi une problématique des chefs d'entreprise, c'est quand on veut embaucher un salarié qui est déjà âgé, faut payer aussi l'expérience, l'ancienneté. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus ? Ça, c'est pas facile, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez été habitué à gagner 4 000 € alors que quelqu'un d'autre avec des compétences à 35 ans est payé 3 500, sous prétexte que derrière, avant, vous gagniez plus, c'est une négociation, c'est une discussion, si vous voulez, qui commence mal dans l'entreprise, dans un recrutement. Si on commence à dire, oui, non, c'est pas parce que vous avez 60 ans que vous allez gagner plus que la grille. C'est difficilement acceptable. Voilà. Donc, évidemment que c'est difficilement acceptable. On a nos habitudes, on a nos frais, on vit dans ce pays sur lequel, derrière, nous avons également nos impôts. Donc, toutes ces charges qui sont des risques dans nos vies font que, derrière, parfois, on ne peut pas se permettre de faire autrement. Et si vous mixez ça avec les territoires, qui fait que derrière, vous avez passé toute votre vie ici, que votre famille est là, que vos copains sont ici, et que pour trouver un emploi qui, des fois, est plus ou moins bien rémunéré, vous allez à 700 km. C'est vrai que ce sont des questions que vous avez le droit de vous poser. Et nous ne sommes pas tous de l'ouest de la France ou d'Île-de-France. Ici, il y a du travail, on y travaille beaucoup plus qu'autre part. Il y a une dynamique entrepreneuriale qui est forte. C'est pas exactement la même que dans le sud-est de la France. Le mot de la fin, David Kaila ? Oui, je pense que l'un des problèmes aussi, c'est que les jeunes ne sont pas assez payés. D'ailleurs, s'il y a des problèmes de démographie aujourd'hui, c'est parce que quand on est payé 1 700 € et qu'on doit se loger, c'est difficile d'avoir des enfants. Et ça, c'est aussi lié à une culture. Les carrières sont assez... il faudrait aplatir un peu les carrières pour que les jeunes soient mieux rémunérés et peut-être les anciens... moins rémunérés, en tout cas que la prime à l'ancienneté soit moins forte que ce qu'elle est. C'est déjà ce qui se passe dans la fonction publique, où de fait, chez les profs en particulier, maintenant on aplatit beaucoup les carrières. Donc je pense qu'il faut mieux rémunérer les 20-40 ans qui font les enfants. Voilà. Ouais. On rappelle que le SMIC aujourd'hui, ça représente 60 ou 65% du salaire médian. Ça donne une idée aussi des salaires, l'étalement des salaires dans notre pays. Merci messieurs en tout cas d'avoir pris la parole sur ce sujet pas facile. On rappelle l'objectif quand même du gouvernement qui, avec son pacte pour la vie au travail, espère augmenter le taux d'emploi des 60-64 ans à 65% d'ici 2030 contre 36% seulement
aujourd'hui. Vous restez avec nous, on continue cette émission dans un instant. David Kaila, Michael Hénaud, merci d'avoir été avec nous. Et dans un instant, c'est Céline Urbain qui sera notre invitée co-dirigeante de la société Greenlog pour parler du reverdissement du secteur de la logistique, et c'est impulsé par une boîte angevine, alors ça nous met en joie. Tout de suite, de retour dans le Mag Eco. Dans un instant, on va parler de Greenlog, une start-up angevine créée en 2019 au Pont-de-Cé qui développe une activité logistique éco-responsable. Ça commence à faire du bruit. La société s'occupe du transport de toutes sortes de marchandises et elle compte déjà 4 entrepôts en France. Elle envisage d'essaimer. 20 implantations sont dans les tuyaux pour les 5 ou 6 années qui viennent. On en parle dans un instant avec la co-gérante de l'entreprise, Céline Urbain, qui est sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, on accueille Laurent Marbachet, co-auteur du livre L'entreprise altruiste, accompagnateur de dirigeants et d'équipes apprenantes et surtout chroniqueur pour RCF. Bonjour Laurent. Bonjour Bastien. Alors cette saison, vous nous faites réfléchir sur la notion d'équipe au sein de l'entreprise, et après avoir décrit les notions de climat de confiance, de vision partagée, de leadership partagé, vous vous intéressez aujourd'hui à un nouveau pilier, la capacité d'entraîner une équipe. Et oui, en effet, une équipe, et notamment une équipe de direction, peut avoir une très bonne ambiance en son sein, avoir explicité une vision et aussi permettre à chacun de prendre toute sa place, mais se révéler incapable d'entraîner le reste de l'entreprise. Alors, justement, comment c'est possible cette histoire-là ? Eh bien, lorsqu'un patron a accepté de partager son pouvoir avec son équipe rapprochée, c'est pas pour autant que ses collègues vont faire autant avec leurs propres équipes. Certains vont se satisfaire d'une vie d'équipe comme dans un cocon, et d'autres vont vouloir préserver leurs prérogatives avec leurs collaborateurs. Voilà. Et donc, pour qu'une équipe de direction en particulier réussisse à entraîner toute l'entreprise, eh bien, il faut qu'elle crée un contexte favorable à une motivation maximale. Or, contrairement à ce qu'on entend parfois, on ne peut pas motiver les gens. Ils se motivent eux-mêmes, et donc le rôle des dirigeants, c'est de créer des conditions favorables pour cette motivation. Et c'est quoi ces conditions alors ? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, chacun et chacune dans l'entreprise doit voir tous les jours une égalité de dignité entre les gens. Il n'y a pas des gens qui se considèrent au-dessus, plus importants que les autres, au-dessus des lois. Ensuite, la liberté et la responsabilité existent à tous les étages. Il n'y a pas des petits chefs ou des processus compliqués qui paralysent la décision ou entravent la prise d'initiative. Et puis enfin, l'entreprise est un espace où on peut grandir, apprendre, se développer. Donc personne n'est limité à une étiquette, une fiche de poste dans laquelle elle ou il est enfermé pour le restant de ses jours. Alors comment une équipe de direction peut faire justement pour créer ces conditions dont vous venez de nous parler ? Alors pour qu'une équipe de direction puisse entraîner le reste de l'organisation, elle dispose en fait de 3 moyens. Le premier, c'est ses comportements. Le deuxième, les symboles qu'elle utilise. Et troisièmement, les structures qu'elle met en place. Alors, ces comportements, c'est la question de savoir est-ce que chaque membre de l'équipe agit de façon cohérente avec les valeurs qui sont professées dans l'entreprise. Est-ce que chaque membre de l'équipe est un exemple, un point de repère sur ce qui est attendu comme type de comportement chez tous. Les symboles, c'est la façon dont on utilise son temps, la façon dont l'espace physique est organisé, la façon dont on récompense les gens, dont on prend les décisions. Est-ce que tout ça est en phase avec la vision de l'entreprise, avec ce qu'on cherche ensemble? Et puis les structures, c'est est-ce que la prise de décision se fait au plus près du terrain ou au plus près du client? Est-ce que les services support, par exemple, sont vraiment dans une posture de service et pas un peu comme des flics ou des bureaucrates? Alors pour une équipe qui voudrait aller justement dans ce sens-là, par où on commence ? Alors bon, il n'y a pas de chemin unique. On peut seulement indiquer ici quelques pistes qu'on a pratiquées ou vues chez nos clients. Alors par exemple, identifier les cailloux dans la chaussure. C'est ceux qui empoisonnent la vie des gens au quotidien. Et surtout, donner le pouvoir aux gens d'agir sur ces petits cailloux dans la chaussure. Un autre exemple, c'est d'investir dans le développement du leadership, en particulier chez les jeunes talents. Dans des parcours, on apprend par l'action grâce à des projets grandeur nature. Et puis, autre exemple, peut-être réaliser des expérimentations de terrain pour rencontrer de vrais clients, construire des offres innovantes à partir de l'écoute des clients. Donc, les possibilités sont multiples à chaque équipe, en fait, de trouver sa voie. Et en fait, ce qu'on peut recommander, c'est surtout de chercher à entraîner le plus possible de façon diagonale, c'est-à-dire avec toutes les fonctions et tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise confondus, et aussi en s'appuyant principalement sur le volontariat. Le mot de la fin ? Ce qui crée l'adhésion, c'est la noblesse du but, c'est l'authenticité de celle ou de celui qui propose d'atteindre ce but. Mais attention, Bastien, entraîner les autres, ça peut être qu'une invitation, c'est jamais une obligation. Si vous êtes invité quelque part, vous êtes libre d'accepter ou non de venir. Évidemment, Laurent Marbachet, merci en tout cas d'accepter de venir dans cette émission. Merci à vous, Bastien. Peut-être une réaction de notre invité Céline Urbain sur ce que vous venez d'entendre. Oui, j'en prends bonne note. J'en tire des conclusions. Enfin,
Nous, évidemment, Greenlog, on essaye d'être le plus possible une entreprise altruiste, d'avoir un management bienveillant envers nos équipes. Et alors, on est une jeune entreprise, familial, on se teste. Alors, c'est très des petites équipes. familial. Hein. 7 salariés, c'est ça, à Angers? 7 salariés sur le site d'Angers. On n'aspire absolument pas à devenir des grosses entreprises à la Amazon. Hein. Justement, nous, notre modèle, il est vraiment basé sur des petites structures où, justement, on peut appliquer un management bienveillant et limite paternaliste, je dirais, N'ayons pas peur des dans mots. nos entreprises. Maintenant, voilà, on teste, on est une jeune entreprise, on a testé des choses. Par exemple, nous, au début, on s'est dit, voilà, pas de supériorité hiérarchique dans nos équipes, c'est-à-dire que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Y compris les patrons? Oui, Ok. complètement. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le vrai leadership passe par l'exemplarité. Et donc, si moi et mon mari ne sommes pas exemplaires, ça marche pas, en fait. Donc, nous-mêmes, on va faire des colis, nous-mêmes, on passe le balai, nous-mêmes, on broie des cartons, on fait les mêmes tâches que nos salariés. Et c'est bien perçu? C'est très bien perçu, on leur montre l'exemple, on leur montre que nous aussi, même si nous sommes les patrons, nous sommes là pour faire vivre l'entreprise et que faire le ménage, ça fait partie de faire vivre l'entreprise. Hein, donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, en revanche, on s'est aperçu aussi des limites que ça peut avoir. Malheureusement, il faut quand même un cadre dans une entreprise et voilà, on s'est vite aperçu qu'il nous fallait quand même un responsable de production, par exemple, dans l'entrepôt. Donc, on a mis en place, on a revu un peu ce modèle-là et on a mis en place un responsable. Donc, voilà. Mais on teste plein de choses. Certaines fonctionnent, d'autres moins. Mais en tout cas, on est ouvert à tout un tas de possibilités pour justement essayer d'aller toujours plus vers un modèle le plus altruiste possible. En tout cas, poser un cadre, ça fait aussi partie de prendre soin d'une équipe. Hein, Complètement. et c'est pas Laurent qui va me contredire là-dessus. Donc, prendre soin de l'humain, prendre soin de notre planète, c'est aussi ça ce qui vous anime chez Greenlog. Vous vous présentez comme la seule plateforme logistique verte de France. Je reprends mot pour mot ce qui est écrit sur votre site internet. Comment est-ce que justement vous pouvez revendiquer ce statut-là? En fait, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Eh bien, tout simplement parce que ça n'existait pas. Alors, même si de plus en qu'est-ce plus... que vous faites de mieux que vos concurrents? Et par chance, et c'est tant mieux, de plus en plus, les entreprises sont sensibilisées quand même à notre planète et de plus en plus d'initiatives sont prises au sein de ces entreprises. Notre particularité, c'est que nous, dès 2019, ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est-à-dire que c'est pas juste une initiative comme ça qui vient parce que c'est la tendance ou parce que ça fait bien. Ça fait partie de nos valeurs, de notre ADN. On est prêt même à prendre des orientations qui vont un petit peu à l'inverse du marché de la logistique aujourd'hui, mais c'est pas grave. On les revendique. Si on prend ces décisions, c'est parce qu'on y croit, c'est parce que on n'a pas peur de faire les choses de manière différente que le modèle classique. C'est pas parce qu'il y a un modèle qui existe depuis des années qu'on ne peut pas le remettre en question aujourd'hui. Force est de constater que le e-commerce sera toujours un générateur d'impact carbone, d'émissions carbone, malheureusement. Et un producteur de déchets aussi, important. Un producteur de déchets, complètement. Et donc, notre objectif n'est absolument pas d'aller vers une empreinte zéro carbone. Ce sera malheureusement impossible. En revanche, on est convaincu qu'on peut clairement réduire cet impact par des gestes quotidiens. Comment? 2-3 gestes que vous mettez en place qui sont différenciants? Plein de choses, à commencer déjà dans nos entrepôts par le traitement des déchets. Alors nous, notre priorité, c'est d'essayer de ne pas faire de déchets. Avant de penser revalorisation, bien sûr, c'est d'essayer de ne pas générer de déchets du tout. Aujourd'hui, on est très fiers, par exemple, dans les entrepôts de Greenlog, il n'y a aucun déchet carton, alors que quand on rentre dans un entrepôt logistique, du carton, il y en a partout. Nous n'avons aucun déchet, puisque soit les cartons que nous avons dans les entrepôts sont réutilisés en seconde vie, soit ils sont broyés dans un aplatisseur à carton et on s'en sert ensuite pour faire du calage de nos produits, ce qui nous évite d'acheter du calage et ce qui nous évite de faire des déchets. Donc le traitement, la gestion des déchets est vraiment au cœur de nos préoccupations. Évidemment, on a un gros déchet dans nos entrepôts et sur lequel on veut beaucoup travailler en 2024, c'est le plastique, les films plastiques qui entourent les palettes. Même si, ça, il y en a encore chez vous? Il y en a encore chez nous, malheureusement. De plus en plus, il y a des startups qui se lancent sur cette problématique-là et qui nous proposent des initiatives. Alors, avant de mettre en pratique, il faut qu'on teste. Il faut aussi, il y a toujours une réalité économique. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre la qualité et la rentabilité. Ouais.
Il y a de la colle végétale aussi. Hein, je Oui, crois, bien pour- sûr. enfin, Alors, il y a plein de petites en fait, astuces. Hein. Ce que les consommateurs ne savent pas, c'est que sur un carton, dès lors qu'un scotch plastique est posé sur un carton, votre carton n'est plus, recyclable. C'est bien dommage. Donc nous, on utilise évidemment que du scotch en papier craft avec une colle végétale qui fait que votre carton, il est recyclable malgré la présence du scotch. Et pour continuer à faire justement aller dans le sens de la préservation de la planète, on parlait des petites structures, ça fait totalement partie de ce projet-là en fait. Raisonner en petite structure avec un maillage du territoire, c'est ça. Ça fait partie aussi de... Ça a du sens. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que appliquer un management bienveillant et mettre les collaborateurs au cœur de son management, c'est quand même plus facile sur une structure à taille humaine que sur une structure de 200 ou 300 personnes. Et puis nous, notre logique, c'était de se dire, notre modèle économique en logistique, il est lié à des mètres carrés. Plus on a de mètres carrés, plus on peut accueillir de clients et donc faire du chiffre d'affaires, mais c'est surtout qu'on peut améliorer nos marges puisqu'on achète plus de transport ou plus d'emballage. Donc clairement, notre problématique, c'est d'avoir du mètre carré. Maintenant, nous, on s'est dit, on se projette absolument pas sur un entrepôt de 50 000 mètres carrés à Angers où on aurait 200-300 personnes, que des intérimaires avec un turnover de fou, des clients qui seraient considérés comme des numéros et qui ne connaîtraient pas les équipes. On se projette pas du tout là-dessus. Et en plus, pour nous, ça fait quand même beaucoup plus de sens d'avoir des petits entrepôts à taille humaine placés stratégiquement un petit peu partout en France pour proposer un service de proximité à tous nos clients. Le point de départ, c'est de se dire l'entrepôt, il est au plus proche du lieu de fabrication de nos clients. Pas forcément du siège de l'entreprise, mais de son lieu de fabrication. Pourquoi ? Évidemment, on raccourcit les délais d'approvisionnement. On réduit les trajets, donc par conséquent, on réduit l'impact carbone. Et puis, en plus, pour le client, on réduit les coûts puisque les trajets sont plus courts. Olivier Amar, vous vouliez réagir ? À qui vous vous adressez ? Qui sont vos clients ? Nos clients, alors je dirais qu'aujourd'hui à 80% ce sont des e-commerçants, mais ça peut être aussi des grossistes, des fabricants qui font du B2B par exemple et qui auraient besoin d'un stockage et d'un service de préparation de commande pour aller livrer des plateformes, des centrales, des magasins. Là, vous parlez de l'aspect logistique dans l'entrepôt. Est-ce que vous maîtrisez aussi le transport ? C'est-à-dire que si on veut être green tout le long, est-ce que sur le transport, vous êtes aussi green ou vous tendez à l'être ? Alors, on essaye. Là encore, par chance, tous les grands transporteurs sont en train de faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Donc, ça nous va bien, tant mieux. Et on essaye de plus en plus là d'aller vers des entreprises. Alors, c'est très urbain pour le moment. Là, par exemple, on est en contact avec une entreprise qui propose de la livraison en vélo ou en véhicule électrique sur certains codes postaux. Donc, nous, ça nous oblige à avoir aussi, d'où l'importance de ce maillage bien sûr. territorial. J'ai même vu voilier, moi, une fois. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est à Angers, mais vous avez... Si, à Angers, nous avons un client qui est dans le textile, qui fait fabriquer au Portugal, mais qui fait acheminer jusqu'en France par voilier. Oui, tout à fait. Donc, bien sûr, on privilégie, en termes de transport, on privilégie toutes les solutions les plus engagées, les plus responsables. Quitte ces lignes urbaines à ce que ça prenne un peu plus de temps ? Complètement. Alors ça, c'est un petit combat que nous menons tout de en suite, interne. Tout le temps aujourd'hui. En fait, donc là, on a un gros travail à faire et notamment à commencer par éduquer le consommateur. Aujourd'hui, il faut savoir que dans un entrepôt logistique, les transporteurs passent 1 à 2 fois par jour dans nos entrepôts pour collecter ou pour livrer. Et finalement, on s'aperçoit que ces camions sont toujours à moitié pleins. Donc ça veut dire qu'ils transportent. Donc ça veut dire qu'ils transportent pour moitié du vide. Et nous, on a envie de se dire, est-ce que ça ferait pas plus de sens de faire passer ces transporteurs tous les 2 jours et de s'assurer que quand le transporteur part de chez nous, le camion est plein. Mais ce qui sous-entend évidemment que le consommateur attend une journée de plus d'être livré. J'ose espérer que sur un panier de commandes, le consommateur, si on lui propose une livraison en 24-48 heures
ou une livraison en 70 heures Ouais. parce que il aura fait un choix qui permet de réduire les trajets, j'ose espérer qu'il ira vers ces décisions-là, mais à condition de lui expliquer pourquoi Oui, bien sûr. et l'impact de son geste. En fait. En sachant que les produits que vous expédiez, pour la grande partie, l'e-commerce, on est sur des produits de mode, de cosmétiques, Exactement. peut-être des produits dont on n'a pas besoin Aucune immédiatement. urgence vitale. Aucune urgence vitale, en effet. Alors, peut-être excepté pour des périodes, par exemple à Noël, par exemple. Où, Oui, bien sûr. S'il n'y a pas le cadeau au pied du sapin, ça peut poser problème. Mais sinon, au cours de l'année, d'ailleurs, nous, on a fait des sondages à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. On a interrogé des consommateurs. Nous sommes tous des e-consommateurs. Et finalement, il n'y a aucune urgence à chaque fois à être livré. En tout cas, c'est ce qui ressortait de nos sondages. Mais aujourd'hui, la tendance du marché, et en l'occurrence Amazon, par exemple, prône une livraison la plus rapide possible sans se préoccuper de l'impact sur notre chère planète, quoi. Et donc nous, on aimerait aller à l'opposé de ça, mais là, il faut embarquer nos clients, C'est il ça, faut embarquer les éduquer les clients. consommateurs. Ouais. Alors pour ça, nous, au mois de juin, on organise une journée où on veut mobiliser toutes les parties prenantes de la supply chain, donc un panel de consommateurs, tous nos clients, évidemment, tous les clients du réseau, nos franchisés, nos collaborateurs, nos fournisseurs de transport, d'emballage. Et l'idée, c'est de passer la journée ensemble et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à nous tous, dès la production jusqu'à la livraison? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire cet impact? Parce qu'on a conscience que ça ne marchera que si ces décisions sont le fruit d'une réflexion collégiale qu'on ne pourra pas imposer, nous, Céline et Julien Urbain. On n'arrivera pas à cette transformation seule. Il faut que nos clients soient embarqués là-dedans, que nos fournisseurs jouent le jeu aussi, que les consommateurs comprennent aussi qu'ils ont une responsabilité dans leurs achats. Et voilà, donc on a vraiment impatience de faire cette journée pour voir ce qui va émaner de ce brainstorming et de ce qu'on va pouvoir mettre en pratique après. Ils ont l'air de vous suivre quand même, ces clients, parce que je vois totalement. qu'il y a une demande quand même qui est importante, qui Ouais. explose. On arrive à saturation. Alors là, vous venez de déménager à On Bushman est en cours de déménagement. Là, j'étais dans la peinture hier. pour un nouvel entrepôt. Vous déménagez des Tout à ponts de fait. CA, mais pas pour plus grand Non. en surface au Moins sol. grand d'ailleurs. Moins grand, On passe de 1000 m² à 800 m² mais c'est au plus sol. optimal. Mais plus haut, donc Ouais. on double pour autant notre capacité de stockage. Ouais. Donc c'est juste que le bâtiment est mieux pensé. Donc on réduit l'impact au sol et on double pour autant notre capacité. Bon, et la question que tout le monde se pose, parce que c'est super, on a envie de dire, d'applaudir dès demain quand on entend un petit peu ce modèle que vous prenez, mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous vous y retrouvez? Parce que quand même, tous les choix que vous faites, notamment Ouais. sur les emballages, le non-plastique, tout ça, ça a un coût, tout ça. Bien sûr. Alors clairement, encore une fois, on n'est pas au pays des bisounours. Il faut y trouver une rentabilité économique. C'est le but de tout chef d'entreprise si on veut que ça dure. Aujourd'hui, c'est rentable. Aujourd'hui, c'est rentable, oui. Notre modèle est rentable, on gagne de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que on se développe en franchise désormais, sinon Oui, ça marcherait pas. aurait pas de sens. En fait, c'est clairement des équilibres à faire. Est-ce que c'est le client qui paye plus cher? Non, pas du tout. Il y a une réalité de marché. On voudrait tous consommer de manière plus responsable. Nous, en tant que consommateurs, nos clients seraient ravis d'avoir que des partenaires engagés, mais à condition que ça ne coûte pas plus cher. Donc, il y a Donc, une ça veut dire que réalité c'est vous économique. qui rogniez sur vos marges. Donc, ce sont nos marges, mais pour autant, là où en effet on va payer 20% plus cher un scotch en papier craft, d'un autre côté, on n'a plus de déchets carton. Donc, on n'a plus de frais de collecte de déchets. Donc, c'est toujours des équilibrages à faire entre, oui, certes, je vais payer là, par exemple, nous sommes en train de réfléchir. On a un gros déchet qui est le support de toutes nos étiquettes de transport. Sur chaque colis qu'on envoie, il y a une étiquette de transport. Cette étiquette, quand elle sort de notre imprimante, elle est collée sur une espèce de papier adhésif. Ça, c'est un gros déchet pour nous. Il existe. Là, on a reçu des devis. Il existe maintenant des étiquettes qui n'ont pas ce support papier, donc qui ne généreraient plus de déchets pour nous. Ça coûte 2 fois plus cher. Bon, là, à nous de faire le calcul entre, certes, payer 2 fois plus cher cette étiquette, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on gagne à ne plus avoir ce déchet-là? Donc, c'est vraiment qu'une question d'équilibrage. C'est comme ça qu'on trouve notre rentabilité, parce qu'on ne peut pas que assumer ça sur nos marges. Donc, voilà. On trouve cet équilibre dans
dans ces alternatives-là. Et en tout cas, le modèle est en train d'essaimer, puisque 4 entrepôts aujourd'hui. Oui. Donc Angers, forcément le premier, Toulouse. Angers, Toulouse, il y en a eu 2 autres en début d'année. Et 2 autres là, ce mois-ci, nous avons ouvert à Rozay-en-Brie dans le 77 et puis dans le 56 à Pontivy. L'objectif, c'est une vingtaine dans les 6-7 prochaines années. C'est ça, une vingtaine. On estime que 20, ça nous paraît dimensionné par rapport au marché national. Alors peut-être qu'il y en aura 50, mais pas en France en tout cas. Donc il y a des velléités à l'étranger. Oui, complètement. En fait, ce sont nos clients qui nous demandent. Beaucoup de nos clients ont des ambitions vers l'international et ils nous disent on aimerait un green log en Espagne ou en Allemagne ou ailleurs. Donc à nous de les suivre, et on a déjà 2 porteurs de projets sur la Pologne et l'Espagne, donc pourquoi pas. Donc ça pourrait se faire prochainement. Alors, on va déjà asseoir un peu notre position en France, mais oui, on n'exclut pas ça. Et après, quand il y a des opportunités, on les prend, et puis c'est ce qui nous fait avancer. Bon, et je le rappelle parce que vous êtes très transparent avec ça, les droits d'entrée coûtent 12 500 C'est euros ça. Pour une licence de marque, et la redevance, c'est 3,5% du chiffre d'affaires. 3,5% du chiffre d'affaires, oui. Voilà. Donc, pour être totalement transparent. Un dernier mot, c'est Ligne Urbain, parce que en plus de cette casquette Greenlog, vous avez pris la casquette de présidente du réseau des femmes chefs d'entreprise en Anjou, là, dernièrement, il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui ? Plein de raisons. Moi, je suis membre de cette délégation FCE 49, donc c'est une association internationale qui est née pendant la guerre. L'histoire est jolie, c'est quand même des femmes en France qui ont dû reprendre la gestion des entreprises de leur mari qui étaient partis à la guerre. Donc l'histoire est quand même belle, et depuis, c'est devenu international. Par chance, nous avons une délégation dans le 49 depuis 2019. Moi, j'y suis membre depuis plusieurs années déjà. Je pense que si je n'avais pas adhéré à ce réseau, je ne serais pas aujourd'hui devant vous en train de vous parler de Greenlog. On est content que vous y adhérez alors. C'est un réseau qui m'a... J'y ai trouvé des modèles, j'y ai trouvé de l'inspiration, j'y ai trouvé des encouragements qui ont fait que oui, j'ai cru en moi, j'ai cru en ce projet, et j'ai trouvé le courage d'y aller. C'est souvent malheureusement le problème. En France, il n'y a que 30% des entreprises qui sont dirigées par des femmes, donc c'est trop peu. Et finalement, les statistiques montrent que si on avait plus de modèles, plus d'inspiration, tous les freins, les pensées limitantes de ces femmes qui hésitent seraient levées beaucoup plus facilement. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé chez FCE. Et donc, quand j'ai eu cette opportunité... beaucoup m'ont dit allez Céline, tu serais bien pour nous représenter. Voilà, je me suis dit quelle fierté en fait de pouvoir moi maintenant promouvoir l'entrepreneuriat féminin, représenter toutes ces femmes, et puis essayer d'inspirer toutes celles qui hésitent encore, et d'encourager et d'aider celles qui ont passé le cap. Merci en tout cas. Peut-être que vous vouliez dire un mot. Alors attends, moi je vous invite volontiers à l'ESEO pour promouvoir, parce que j'adore vos discours. On parlait tout à l'heure justement de l'application des femmes dans les métiers qui sont les nôtres. Moi je vous invite. Avec plaisir. Voilà. Vous pouvez intervenir. Elle sert à ça, cette émission. Voilà. Crée du lien. Merci Mohamed beaucoup. Ramdani, donc enseignant-chercheur à l'ESEO. Et merci beaucoup à vous, Céline Urbain, d'avoir passé ce temps avec nous, co-dirigeante de Greenlog. Pour en savoir plus sur la société, rendez-vous sur le site internet www.green-log.fr. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à David Mainfroy qui était à la technique, et à Olivier Marr, évidemment, du Journal des Entreprises, qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Ce Mag-Éco s'achève. Vous pouvez retrouver évidemment en podcast sur notre site rcf.fr. Merci encore. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau numéro avec Victor Branjon en invité. Tout de suite, vos programmes se poursuivent.